Q comme queer. Les pingouins sortiraient-ils du placard? Queer. Ce qui est de travers, de guingois, bizarre, étrange, inquiétant. Usage. Le terme queer fut d'abord utilisé pour signifier homosexuel au début du XXe siècle. Ces dernières années, cependant, des personnes gays ont repris le mot queer et l'ont délibérément utilisé à la place de celui de gay ou d'homosexuel, dans l'espoir, en utilisant le mot positivement, de le décharger de son pouvoir négatif. Définition du New Oxford American Dictionary. Au zoo d'Édimbourg, entre 1915 et 1930, vivait un groupe de pingouins. Une troupe de zoologues l'observa, au cours de toutes ces années, avec patience et minutie, et commença par nommer chacun des pingouins. D'abord, avant de recevoir un nom, chacun d'eux reçut sa place dans les catégories sexuelles. En fonction des couples formés, certains s'appelèrent Andrew, Charles, Eric, d'autres furent baptisés Bertha, Anne, Caroline, etc. Mais au fur et à mesure que les années passaient et que les observations s'accumulaient, des faits de plus en plus troublants semblaient devoir semer le désordre dans cette belle histoire. D'abord, on dut se rendre à l'évidence. Les catégorisations avaient été établies sur un présupposé un peu simpliste. Certains couples étaient formés non pas d'un pingouin et d'une pingouine, mais de pingouins ensemble. Les permutations d'identité, de la part des observateurs humains, pas des oiseaux, ont alors confiné à la complexité shakespearienne. Ajoutons que c'est le moment où les pingouins décidèrent d'y mettre du leur et de rendre les choses encore plus compliquées en changeant les accouplements. Après 7 ans d'observation paisible, on se rendit donc compte que toutes les attributions, sauf une, étaient erronées. Un vaste changement de nom fut alors opéré. Andrew fut rebaptisé Anne, Bertha tourna en Bertrand, Caroline devint Charles, Eric se métamorphosa en Erika, et Dora resta Dora. Eric et Dora, qui coulaient des jours paisibles ensemble, s'appelèrent dorénavant Erika et Dora. Bertha et Caroline, par contre, dont on avait compris depuis quelque temps qu'elles étaient homosexuelles, se prénommèrent pour l'avenir Bertrand et Charles. Ces observations, toutefois, n'allaient pas ternir l'image de la nature. L'homosexualité restait un phénomène rare dans le monde animal, et ces pingouins devaient sans doute relever des quelques cas pathologiques observés çà et là, dans les élevages et les zoos, et dont on pouvait assumer qu'ils étaient dus aux conditions de captivité, en parfait accord avec les théories psychopathologiques humaines, qui assimilaient l'homosexualité à la maladie mentale. L'homosexualité était bien contre nature. La nature pouvait en témoigner. Mais il semblerait que la nature, dans les années 80, ait changé d'avis. Les comportements homosexuels y sont devenus innombrables. Sans doute faudra-t-il envisager les effets désastreux, dans ces mêmes années, de la révolution queer et des mouvements homosexuels américains qui auraient contaminé ces innocentes créatures. On doit sans doute poser la question autrement. Pourquoi n'a-t-on pas vu d'homosexualité dans la nature jusque-là ? L'essayiste Bruce Bagemihl, dans un livre intitulé Natural Exuberance, écrit suite à sa longue enquête pour répertorier les espèces récemment sorties du placard, envisage plusieurs hypothèses. D'abord, dit-il, on ne voyait pas l'homosexualité parce qu'on ne s'attendait pas à la voir. Aucune théorie n'était disponible pour accueillir les faits. Les comportements homosexuels apparaissaient comme un paradoxe de l'évolution, puisque ces animaux homosexuels, en principe, ne transmettaient pas leur patrimoine génétique. Ceci témoigne en fait d'une conception très étroite de la sexualité d'une part et de l'homosexualité d'autre part. Pour la première, les animaux ne devraient s'accoupler que dans le but de la reproduction. Le dieu le plus rigide aurait réussi à obtenir des animaux une vertu qu'il n'a pu obtenir d'aucun de ses fidèles humains. Les animaux ne feraient des choses que parce qu'elles sont utiles à leur survie et à la reproduction. Pour la seconde, les animaux homosexuels seraient exclusivement orientés vers les partenaires du même sexe et témoigneraient d'une rigidité orthodoxe à cet égard. Ensuite,
Pour ceux qui observaient des comportements orientés vers un partenaire du même sexe, une explication fonctionnaliste pouvait parfaitement les justifier, et qui avait le mérite de sortir le comportement de la sphère de la sexualité. Quand j'étais étudiante, on nous apprenait en cours d'éthologie que lorsqu'un singe présente ses parties génitales à un autre et se laisse monter, je l'ai entendu dire pour les vaches aussi, cela n'a rien de sexuel. C'est juste une façon d'affirmer sa dominance ou sa soumission, selon la position adoptée. Enfin, autre raison qui a dû considérablement peser, en fait, les chercheurs n'observaient que très peu de comportements homosexuels dans la nature, parce qu'on les voit très rarement. Non qu'ils soient rares, mais on ne les voit pas. Tout comme on observe très rarement des comportements hétérosexuels, parce que les animaux très vulnérables à ce moment le font généralement à couvert, en évitant d'être vus, et ce d'autant plus que l'humain est vécu comme un prédateur potentiel. Comme on voyait chaque année des petits naître, personne n'a jamais mis en doute que les animaux avaient une sexualité, même si on ne l'observait qu'en de rares occasions. Mais rare ne veut pas dire pas du tout, non plus en ce qui concerne les comportements homosexuels. Comment se fait-il que cela soit resté si longtemps non mentionné dans les rapports de recherche ? La primatologue Linda Wolf a interrogé à ce sujet ses collègues à la fin des années 80. Plusieurs d'entre eux, en demandant à garder l'anonymat, ont dit en avoir vu, tant chez les mâles que chez les femelles. Mais ils ont eu peur de réactions homophobes et de se voir eux-mêmes accusés d'homosexualité. Alors, au vu de ces raisons, on peut légitimement penser que la révolution queer a changé quelque chose. Elle a ouvert à l'idée que des conduites non strictement hétérosexuelles pouvaient exister, et elle a encouragé les chercheurs à les chercher et à en parler. Des centaines d'espèces participent à présent à cette révolution, allant des dauphins aux babouins, en passant par les macaques, la poule de Tasmanie, le geai du Mexique, les goélands, les insectes, et bien sûr, les fameux bonobos. En même temps, la sexualité des animaux a bénéficié de ce que j'appellerais leur révolution culturelle. Après en avoir été exclus, les animaux peuvent à présent revendiquer de s'organiser dans l'ordre de la culture. Ils ont des traditions artisanales, pour les outils ou les armes, des chants à la mode pour les baleines par exemple, des pratiques de chasse, alimentaires, pharmaceutiques, dialectales, qui sont spécifiques à des groupes désormais baptisés culturels, des pratiques qui s'acquièrent, se transmettent, s'abandonnent, connaissent des vagues, des inventions et des réinventions. La sexualité est désormais candidate à ce titre, y compris sa variante homosexuelle. Elle porte, elle aussi, la marque de l'acquisition culturelle. La manière dont les actes sont performés, par exemple chez les femelles macaques japonaises, montre des divergences. Certaines pratiques semblent plus populaires au sein de certaines troupes et évoluent au cours du temps, des inventions tendant à supplanter d'autres manières de faire. Certaines traditions, ou modèles d'activité sexuelle, peuvent être inventées et transmises au travers d'un réseau d'interaction sociale, se déplaçant entre et au sein des groupes et des populations, des aires géographiques et des générations. Selon Beijmill, les innovations sexuelles dans un contexte non reproductif ont pu contribuer au développement d'autres événements marquants du point de vue de l'évolution culturelle, notamment dans le développement de la communication et du langage, ainsi que dans la création de tabous et de rituels sociaux. Ainsi, chez les bonobos, on a pu relever 25 signes du langage des mains indiquant l'invitation, la position souhaitée, etc. Ces signes peuvent être transparents et leur signification est immédiatement lisible, mais certains sont plus codifiés et demandent que le partenaire les connaisse déjà pour les comprendre. Le geste invitant le partenaire à se retourner est, par exemple dans un groupe, exécuté par la main faisant des tours sur elle-même. Leur opacité et leur stylisation invitent à penser qu'il s'agit là de symboles abstraits. L'ordre des gestes, important également, conduit à l'hypothèse que les animaux peuvent manier la syntaxe. Quant à l'organisation des relations, elle semble marquée par des codes complexes. Selon Beijmill, les règles qui guident les évitements seraient, dans certaines espèces, relativement différentes s'il s'agit de relations hétéro ou homosexuelles. Ce qui ne semble pas permis avec une sorte de partenaire peut l'être quand il s'agit d'autres relations.
s'attacher aux diversités de ces pratiques, comme le fait Beijmil, est un enjeu politique, explicitement et à de très nombreux titres. D'une part, cette diversité déplace la sexualité du domaine naturel pour la situer dans celui du culturel. C'est un enjeu important et qui constitue un choix. Il ne s'agit pas seulement de sortir l'homosexualité de la sphère des pathologies mentales ou de la sphère juridique. Dans certains États des États-Unis, elle était encore poursuivie, on va le voir. Beijmil va refuser la main qui lui est tendue, les alliés qui stratégiquement pouvaient contribuer à dépathologiser et dépénaliser l'homosexualité. Dans la main tendue, il y a cette simple proposition. Si l'homosexualité est naturelle, alors elle n'est ni pathologique ni pénalisable. L'argument de la non-naturalité a d'ailleurs été utilisé lors d'un procès par un juge de Géorgie, dans l'affaire Bowers. Pris en flagrant délit de relations homosexuelles, Bowers avait été condamné et la non-naturalité de l'acte évoquée parmi les arguments justifiant l'accusation. Naturaliser l'homosexualité pourrait arranger pas mal de choses. Pour Beijmil, quand bien même l'homosexualité serait naturelle, elle ne peut figurer dans l'équation « ce qui est naturel est juste ». La nature ne nous dit pas que ce qui est doit être. Elle peut nourrir notre imaginaire, mais pas contraindre nos actes. Je remarquerai, en passant, l'ironie de l'histoire. Malgré ce refus, le livre de Beijmil sera invoqué en 2003 lors d'un procès qui opposait la Cour du Texas à deux homosexuels, Lawrence et son partenaire, qui, à la suite d'une dénonciation pour tapage nocturne, ont été pris au lit ensemble par la police. Ils furent poursuivis pour homosexualité sur la base du jugement évoqué, le jugement de l'affaire Bowers contre Géorgie. Les juges texans vont toutefois refuser de suivre la jurisprudence imposée par le jugement précédent et vont réfuter, entre autres sur la base du livre de Beijmil, l'argument de la naturalité. La loi anti-sodomie fut considérée à la fin du procès comme anticonstitutionnelle. L'auteur de Natural Exuberance a une autre raison, moins théorique, de refuser d'inscrire l'homosexualité dans les faits de nature. Beijmil n'est pas seulement homosexuel, il est queer. Ce qui l'intéresse, c'est, je le cite, « un monde incorrigiblement pluriel, qui souffre la différence, qui honore l'anormal ou l'irrégulier, sans les réduire à quelque chose de familier ou de gérable. » On ne peut mieux définir ce que signifie être queer. C'est une volonté politique. Et cette volonté politique ne touche pas que les humains. Elle concerne le monde qui nous entoure. Elle concerne nos manières d'entrer en relation avec ce monde, et parmi celles-ci, de le connaître, de pratiquer le savoir. Beijmil mesure les risques d'accepter que l'homosexualité soit naturelle. C'est en faire l'objet des biologistes, qui vont tenter de résoudre le paradoxe. Et il connaît bien ces biologistes déjà sur la brèche. Ce sont les sociobiologistes. Ceux-ci, en effet, se sont attelés avec un appétit boulimique à ce nouveau problème. Encore un cas qui va venir illustrer et étendre la théorie. On va être encore plus tout-terrain. Le monde sera sociobiologisé. Car la théorie de la parentèle a une solution toute trouvée à l'homosexualité, reposant d'ailleurs sur la conception rigide d'une homosexualité orthodoxe. Certes, les homosexuels ne transmettent pas leur gène à leurs descendants, donc normalement ils auraient dû disparaître, faute de descendants porteurs de ce gène. Cela va sans dire, l'homosexualité est génétique. Mais les homosexuels investissent leurs nombreux loisirs et leurs attentions, puisqu'ils n'ont pas charge de famille, envers leurs neveux qui sont porteurs d'une partie identique de patrimoine génétique. Ce sont donc par les descendants de ces derniers que le gène continuera d'assurer sa propagation. Ce type de biologie est politique, non pas au sens qu'on lui a reproché usuellement, les théories peuvent aisément être retraduites en des théories misogynes, racistes, eugénistes, capitalistes, etc., mais dans le sens, disons-le simplement, où ces théories abêtissent, insultent, appauvrissent ceux dont elles prétendent rendre compte. La théorie sociobiologique, en d'autres termes, je reprends ceux que me souffle la psychologue Françoise Sironi, est une théorie maltraitante.
tout comportement est réduit à la purée génétique. Les êtres deviennent des imbéciles aveugles, déterminés par des lois qui leur échappent, et qui s'avèrent d'une simplicité affligeante. Plus d'invention, plus de diversité, plus d'imaginaire. Et s'ils subsistent quand même, c'est qu'ils ont été sélectionnés pour nous permettre de diffuser nos gènes. On ne peut pas être queer et sociobiologiste. Mais peut-on vraiment dire que les animaux sont vraiment homosexuels, au même sens que nous ? Beijmil répond : mais pouvons-nous dire que nous le sommes ? Désignons-nous sous ce même terme des mêmes réalités, de la Grèce amoureuse des jeunes éphèbes aux modes d'être les plus divers aujourd'hui ? Et peut-on dire que la déclinaison de toutes les formes qui organisent les rapports avec le même sexe chez les animaux le sont elles-mêmes vraiment ? C'est là que je retrouve la cohérence du projet de Bruce Beijmil. La biologie doit répondre de la diversité et de l'exubérance de la nature et des êtres. Elle doit être à la hauteur de ce qu'il requiert. Témoigne de ce parti pris ce qu'il dit de la tâche des scientifiques. Multiplier les faits, pour se donner une chance de multiplier les interprétations. On est loin des théories tout-terrain. La diversité des choses va féconder la diversité des interprétations. Ce qu'il appelle, par ailleurs, rendre justice aux faits. La nature est conviée à un projet politique, un projet queer. Elle ne nous apprend rien sur ce que nous sommes ou sur ce que nous devons faire, mais elle peut nourrir des imaginaires et ouvrir l'appétit pour la pluralité des usages et des modes d'être et d'exister. Elle ne cesse de recombiner les catégories, de recréer, au départ de la multidimensionnalité de chacune d'elles, des nouveaux modes d'identité. Ce que veut dire être mâle ou femelle, par exemple, se décline chez nombre d'animaux selon des modes inventifs qui s'apparentent à une multiplicité de façons d'habiter le genre. On rencontre chez certains oiseaux, et parfois même chez des membres de la même espèce, deux situations caractéristiques. D'une part, on peut voir des femelles vivre une vie entière en couple, fabriquer chaque année un nid ensemble, y couver des œufs que l'une des femelles aura fertilisés en s'accouplant avec un mâle, manifester des comportements de cour régulièrement l'une vis-à-vis de l'autre, et cependant ne jamais présenter de comportement de copulation. D'autre part, on verra un mâle s'accouplant toute sa vie avec la même femelle, avec laquelle il copule régulièrement et élève des jeunes, mais qui, à une occasion, s'accouple avec un mâle, et ne le fait plus jamais après. Comment catégoriser ? Sont-ce des relations homosexuelles ? Bisexuelles ? Ces oiseaux sont-ils mâles, femelles de manière constante ? Sont-ce encore de bonnes catégories pour rendre compte de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont ? Je reconnais là un projet que j'ai pu retrouver dans les écrits de Françoise Sironi, travaillant avec des personnes transsexuelles et transgenres. Le projet queer qu'elle soutient s'enracine dans les questions d'identité sexuelle et de genre, mais sa visée politique s'arrime d'abord à une pratique qui oblige à penser et qui suscite de la pensée. Mais les deux démarches visent à transformer des usages, des rapports aux normes, à soi et aux autres, à ouvrir des possibles. Car si la volonté de cette clinicienne est bien d'apprendre, avec ceux qui s'adressent à elle, à les aider à lutter contre la maltraitance théorique que ses collègues exercent à leur encontre, à libérer le genre de ses carcans normatifs et à soutenir son étonnante vitalité créatrice, elle compte également sur eux, qui sont les experts de la métamorphose, pour nous aider à penser et à imaginer d'autres constructions identitaires contemporaines. Les sujets transidentitaires et transgenres ont une fonction actuellement dans le monde moderne. Leur fonction est de permettre des devenirs, de montrer diverses expressions de la multiplicité en soi et dans le monde. Se déterritorialiser, s'ouvrir à de nouveaux agencements de désir, cultiver l'appétit pour les métamorphoses et se forger dans des appartenances multiples. Ce texte est un chapitre tiré du livre « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?», écrit par Vinciane Després et paru en 2014 aux éditions La Découverte. Ce livre interroge de multiples manières nos rapports avec les animaux, ce que nous présupposons d'eux, et particulièrement la manière de la science et des scientifiques de créer du savoir sur, et parfois avec eux. Je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Ceci étant dit,
Je ne partage pas toutes les positions de cette autrice, en particulier les chapitres où elle aborde la question de l'élevage dit paysan, où elle tient des discours que je qualifierais ici de néo-carnistes, inspirés notamment par ceux de la sociologue Jocelyne Porcher. Un épisode du podcast Comme un poisson dans l'eau, disponible sur YouTube, intitulé Le néo-carnisme de Jocelyne Porcher, et qui a été déjà préalablement transformé en brochure, en parle très bien.